Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre les antivaleurs anti-patriotiques. Si vous comprenez, nous allons parler du patriotisme. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Jean Bosco Badibanga, qui est un chercheur indépendant, qui est un révolutionnaire, qui est un patriote. C'est avec lui que nous allons décortiquer ces grands sujets. Maître Jean Bosco, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aujourd'hui, nous voyons les Congolais en train de se rebeller. Nous ne sentons pas l'amour du patrie. Chacun travaille pour soi, chacun travaille pour ses intérêts. Il y a les Congolais qui fuient leur pays vers l'étranger. Il y en a qui vont faire la rébellion alors que la Constitution interdit la rébellion, la prise du pouvoir par arme. On sent qu'il y a beaucoup plus des antivaleurs antipatriotiques qui montent, qui prennent la place du patriotisme. Et parce que vous avez mené des recherches dans ces domaines, qu'est-ce que nous pouvons entendre par patriotisme? Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir d'être reçu sur ce plateau de la chaîne nationale congolaise, la RTNC, pour déballer un sujet aussi sensible, aussi pertinent, qui n'est autre que le patriotisme. Le patriotisme, c'est une valeur intemporelle. C'est une vertu qui implique beaucoup d'autres valeurs, beaucoup d'autres vertus, notamment l'amour de sa patrie, l'attachement à son pays, la loyauté due à la nation congolaise. Comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, nous avons le malheur depuis plusieurs décennies dans ce pays de connaître une succession d'antivaleurs, aussi bien dans le milieu de ceux qui gèrent la chose publique que dans le milieu du petit peuple. Et cela se passe au vu au su de tout le monde et ça devient pratiquement un cycle infernal. Les sentiments antipatriotiques se cultivent du jour au lendemain, dans les cœurs et dans les esprits des petits-enfants aux aînés, aux plus vieux, simplement parce que l'âme de la nation congolaise est perdue dans chacun de nous, dans chacun des peuples congolais. C'est malheureux. Il est temps que nous puissions réfléchir sur comment revenir aux fondamentaux du patriotisme. Et nous pensons que c'est une grande responsabilité pour tous les citoyens congolais de non seulement réfléchir sur comment sortir de ces bourbiers, sortir de ces cycles infernaux à travers un engagement citoyen, à travers une prise de conscience collective, mais aussi et surtout à travers une remise en question de tout ce qui ne cadre pas avec cette valeur intemporelle qui se trouve être le patriotisme. Pourquoi maintenant, là, on sent qu'il y a beaucoup plus d'antivaleurs qui ne cadrent pas avec ce que l'on recherche, les biens collectifs? On sent qu'il y a une exagération. Les gens n'aiment pas leur pays, les gens n'aiment pas les dirigeants, les gens ne font pas les choses pour l'intérêt du pays. Pourquoi c'est en ce moment? Il est difficile de pouvoir scruter les raisons qui motivent les Congolais à ne pas aimer leur pays. Mais il peut nous être permis de comprendre au regard de la succession des événements, que ce soit sur le plan politique,
économiques et sociaux, que c'est plus l'attachement au bien charnel, si je peux le dire, l'enrichissement personnel, le désir de s'enrichir soi-même au détriment des autres. C'est ce qui amène ces sentiments antipatriotiques. Je vais donner un petit exemple. Lorsque une nouvelle législature s'ouvre ou un nouveau mandat politique s'ouvre, ce dernier doit être géré par une batterie de dirigeants. Et depuis l'avènement du président Mobutu jusqu'à ce jour, nous connaissons une suite des antivaleurs. L'amour, l'attachement au bien matériel. Chaque Congolais veut s'attirer tous les intérêts du pays à son propre côté, là où il est en train de gérer une partie du pouvoir public. On est bourgmestre, on est maire de la ville, on est député, on est gouverneur, on est ministre. Aussitôt qu'on entre dans la scène de la gestion de la chose publique, le premier réflexe, c'est de savoir qu'est-ce que l'on doit gagner. On n'interroge pas préalablement qu'est-ce que l'État doit gagner. Qu'est-ce que le peuple doit gagner? On veut savoir comment on doit se retrouver avant de pouvoir interroger comment le peuple doit se retrouver. Ce désir vif de s'enrichir au détriment du peuple, ce désir vif de tirer le bonheur collectif vers son propre bonheur, constitue la base même de ces sentiments antipatriotiques qui est inoculé aujourd'hui dans les cœurs et les esprits de plus de 100 millions de Congolais. Comme je le disais précédemment, il est difficile de donner avec précision les causes endogènes ou exogènes de ces sentiments antipatriotiques qui est en train aujourd'hui de faire rage. Mais au regard des observations empiriques, au regard des constats malheureux que nous avons faits depuis beaucoup de décennies, nous pensons que la base du manque d'amour pour sa patrie vient de cette manie, cette tare, cette anomalie qui pousse les gens à pouvoir s'attirer tout le bonheur vers leur côté au détriment des autres. Et cela crée très souvent une antipathie, une animosité, une haine permanente. Et c'est comme ça que les Congolais sont appelés aujourd'hui de vivre dans la haine les uns contre les autres. Les uns, qui sont généralement les gouvernés, voient les gouvernants en train d'émerger. En train de s'enrichir. En train de s'enrichir. Illicitement. De récupérer beaucoup de moyens, beaucoup de ressources et de ne pas bien les répartir entre les différents citoyens. Par moment, il s'avise à pouvoir aller investir ailleurs. Ça encore, c'est vraiment un exemple patent de manque d'amour pour sa patrie. Lorsqu'on sait que nous manquons des infrastructures, des services sociaux de base, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas des infrastructures scolaires, nous n'avons pas des infrastructures sanitaires. Mais on s'évertue à pouvoir récupérer suffisamment de moyens pour aller investir dans la scolarité en dehors de son pays. Investir dans la santé ailleurs, dans l'immobilier ailleurs. Alors que notre pays en a également besoin. Voyons simplement cette croissance démographique exponentielle à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Ça devrait interpeller et les dirigeants et les dirigés. On peut comprendre que la cause principale, c'est la mauvaise gouvernance des dirigeants à tous les niveaux qui pousse maintenant les dirigés ou la population à susciter cet antipatriotisme dans leur vie, dans leur cœur. Comme je le disais tout à l'heure,
les sentiments antipatriotiques sévissent aussi bien dans le rang des gouvernants que dans les rangs des gouvernés. Effectivement, aussi simple que cela puisse frapper à l'œil, les gouvernés qui ne retrouvent pas leur compte généralement dans la façon dont la chose publique est gérée, ils développent le ras-le-bol. Ils souffrent tellement avec leur mal et on les oblige d'être patients pendant beaucoup de temps. Et par moments, les mandats peuvent se terminer et d'autres mandats arrivent, etc. Les soucis de ces petits peuples ne sont pas rencontrés substantiellement. Ce qui fait que il se développe une méfiance. Et au-delà de la méfiance, c'est le manque d'amour pour son propre pays. Vous avez des familles qui planifient pour pouvoir libérer les enfants, aller ailleurs et y rester définitivement. Changer même de nationalité parce qu'on a marre de vivre des souffrances chroniques pendant beaucoup de temps. Allez-vous comprendre cela? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre nationalisme, patriotisme? Est-ce qu'il y a une différence? Un patriote, c'est un nationaliste. Il est vrai que dans l'essence même, dans l'étymologie même de ces deux concepts, la nation, la patrie, il peut y avoir des petites nuances, mais qui n'altèrent pas les contenus, si vous voulez, la définition ou la signification que l'on doit donner au concept patrie et au concept nation. On est dans une nation lorsque on développe collectivement les sentiments de vouloir vivre ensemble, de demeurer ensemble, la cohésion nationale, effectivement. Et on a le patriotisme lorsqu'on est attaché à sa patrie. Lorsqu'on est loyal vis-à-vis de sa patrie, lorsqu'on développe des valeurs qui permettent à ce que son pays se développe. On ne planifie pas pour détruire son pays. Bien au contraire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, c'est que un groupe d'individus ou un ensemble d'individus se trouve, que ce soit de façon isolée ou de façon collective, en train de gérer, de planifier pour détruire leur propre pays. On veut devenir plus fort que l'institution qu'on gère. Lorsqu'on accède à une parcelle du pouvoir public, on fait tout pour que son nom puisse être beaucoup plus chanté, que son identité puisse demeurer dans les annales et que l'institution que l'on gère, les personnes avec lesquelles on collabore dans la gestion de cette institution puissent être étouffées et cristallisées. Nous pensons que tout cela sont des germes d'antipatriotisme. Et comme je le disais précédemment, et les gouvernants, pas tous, et les gouvernés sont tous gangrénés par ces fléaux. Donc, et c'est un virus mortel dont il faut se débarrasser. Lorsqu'on prend une arme, soi-disant, en tout cas, moi, je ne suis pas content de ce qui s'est fait. J'aime ma patrie, je dois aller en brousse et puis commencer à combattre ceux qui gèrent. Là, ce n'est pas un acte de patriotisme. Hein? Lorsqu'on se rebelle, on dit non, non, parce qu'on ne gère pas bien selon mes sentiments, selon ce que je veux, je prends l'arme pour aller, pour chasser ceux qui sont au pouvoir, tout comme celui qui, il est nommé ministre, DG, PCA, lui, son arme, c'est l'argent qui entre soit dans l'entreprise, soit dans les ministères, il s'en approprie. Ça, ce sont des actes, je dis quoi, ce sont des antivaleurs ou c'est des valeurs qu'il faut défendre. Que ce soit la rébellion, que ce soit le détournement des deniers publics, que ce soit le gaspillage de l'argent de l'État, ce sont des violations flagrantes de la Constitution et des lois du pays. Et cela est totalement prohibé. Et donc, lorsque nous avons des citoyens qui estiment que leurs intérêts ne sont pas pris en compte par les gouvernants, et aussi, il faut bien les sous-entendre, s'agit-il de l'intérêt général ou des intérêts privés personnels de quelques individus qui estiment que peut-être que
leurs affaires n'ont pas pu fleurir à cause de la présence de tel ou tel autre au pouvoir, et que cela doit les motiver à prendre les armes pour lutter contre les régimes en place. Et en luttant contre les régimes en place, on ne fait pas mal directement à ceux qui gèrent, on fait mal au petit peuple. On tue. On tue les petits peuples. On viole. Ça, ce sont des actes antipatriotiques qui nécessitent que des auteurs soient non seulement démantelés, mais qu'ils soient poursuivis, jugés et condamnés au regard des lois qui nous régissent dans ce pays. Et donc, il n'y a pas de valeur lorsque un sujet congolais, pour n'avoir pas trouvé son petit compte dans la gestion de la chose publique par les autres, qu'il puisse, au motif de n'avoir pas été satisfait pour cela, récupérer le pouvoir, récupérer les armes et venir combattre le régime. Nous avons, dans un pays qui se respecte, dans un pays souverain, des mécanismes qui sont même prévus par la loi et par la Constitution, je veux dire, auxquels doivent recourir toutes ces personnes qui ne trouvent pas leur satisfaction dans la gestion de la chose publique. Ils peuvent faire des manifestations publiques. Ils peuvent se liguer au mouvement politique de l'opposition, pourquoi pas, et faire une opposition des revendications. Ils peuvent utiliser les droits du peuple à pouvoir réclamer, obtenir des solutions aux problèmes qui les entravent dans la société, plutôt que d'aller récupérer les armes. Ça, ce n'est pas un mécanisme qui doit être encouragé, surtout pas par un patriote que je suis. Et donc, un message à ceux qui pensent qu'il faut se rebeller, comme ceux qui sont des rebelles maintenant, là. Vous leur dites quoi, vous, en tant que patriote? Il y en a qui les suivent, qui suivent Nanga et ses acolytes. Alors, vous, comme patriote, vous leur dites quoi? J'étais en train de le dire tout à l'heure. Le pouvoir ne se récupère pas par les armes. C'est tant des coups d'État, des renversements violents des régimes et révolus. Vous voulez accéder au pouvoir, faites comme le président actuel, qui en 2018 a gagné les élections et a accédé au pouvoir par les urnes. C'est aussi démocratique que ça, et c'est ce qui est accepté dans toutes les vieilles démocraties du monde entier, dont nous tirons les exemples aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas encourager cela, que ce soit dans l'intérêt général, si cela doit être évident et vérifié, que ce soit dans l'intérêt personnel, privé, égocentrique, nous n'encourageons pas que des fils et des filles de la RDC puissent rejoindre le mouvement des rebelles, des terroristes pour faire mal à ce pays. Vous savez, on prend toujours beaucoup de temps pour construire, même des petites maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et tout ça, ça nous prend par moments des jours, des mois, des années. Mais lorsqu'on veut détruire ce qu'on a construit pendant des années, il suffit de quelques secondes. Parce que les armes, ça détruit sans pitié. Pourquoi, si nous sommes animés par, tel qu'il les réclame, les sentiments de patriotisme vis-à-vis de son pays, on doit aller toucher les armes pour venir détruire ce qu'on a passé beaucoup de temps à construire ensemble? Et donc, mon conseil est le plus vibrant, le plus patriotique à ce jour, c'est de dire à tous nos frères, à tous nos sœurs, à toutes nos sœurs que nous aimons beaucoup, qui ont accepté la voie de la violence pour pouvoir récupérer le pouvoir, qu'il est temps de laisser tomber les armes, d'enterrer leurs armes de guerre, de revenir à la raison et de travailler comme des citoyens. S'ils doivent créer des partis politiques, ils ont le pouvoir et le droit de le faire, conformément à l'article 6 de la Constitution. La liberté d'association, la liberté de créer des partis politiques, etc., c'est reconnu à tous les citoyens congolais. Plutôt que de se liguer derrière les rebelles, derrière les terroristes, pour renverser le régime en place. Nous le disions même précédemment, avec la tentative de coup d'État raté
à la résidence professionnelle du chef de l'État. Ce sont des choses que nous ne pouvons plus encourager à ces jours. Voilà pourquoi, au regard de tous ces constats malheureux, nous, en tant que patriotes, nous avons, dans le cadre de notre travail politique, conçu un projet. Le projet EPMS. Éveil et engagement patriotique en milieu scolaire. Éveil et engagement patriotique en milieu scolaire. Ouais. EPMS, c'est un programme qui se veut être une thérapie par rapport à tout ce que nous vivons dans ce pays aujourd'hui comme antivaleur, comme perte du patriotisme dans les cœurs et dans les esprits des fils et des filles de la République. Lorsque nous constatons toute cette dérive, et ça depuis plusieurs décennies, les uns qui veulent tout prendre et ne rien laisser pour l'État, les autres qui sont mécontents et qui pensent que tout peut leur être permis, ils peuvent vivre la tolérance, ils peuvent tout chambouler comme ils veulent parce que ils doivent manifester leur ras-le-bol vis-à-vis de ceux qui gèrent la chose publique. Pour mettre fin à cette hémorragie, à ce cycle infernal interminable, nous avons mis en place EPMS, éveil et engagement patriotique en milieu scolaire. Pourquoi nous avons ciblé les milieux scolaires? C'est parce que nous avons estimé que les enfants, les élèves, se trouvent être la couche sociale la plus vulnérable. Lorsque les adultes se battent, les effets les plus néfastes affectent les petits-enfants. Et ils n'affectent pas ces petits-enfants dans le milieu public et tout ça. Généralement, c'est dans les écoles. Là où se trouvent les bastions de la formation, là où les enfants doivent aller s'instruire, là où les dirigeants de demain sont en train de se former. Et c'est ce qui est encore plus grave. Nous avons donc ciblé le milieu scolaire pour commencer à ressusciter ces sentiments patriotiques. Alors, il est malheureux, je vais chuter par là, de constater à ce jour que pour n'avoir pas été satisfait de tel ou de tel autre mode de gestion de la chose publique, pour n'avoir pas vu les dirigeants ou les gouvernants rencontrer leurs desiderata, l'augmentation des salaires, etc., les enseignants peuvent commencer à recourir à des méthodes pas bonnes, à des moyens qui ne sont pas corrects. Des moyens antipatriotiques. Effectivement. Pour déformer nos enfants, pour induire ces petits-enfants en erreur, pour ouvrir leur cerveau et mettre dans leur tête une intelligence antipatriotique. Vous avez de tout petits enfants aujourd'hui qui, dans des petites poésies, dans des récitals, peuvent, sans le savoir, en toute ignorance, se mettre à injurier, à insulter les dirigeants. Cette manière de faire n'est pas bonne. Il y a derrière eux des auteurs qui sont connus, qui se trouvent être des enseignants, des éducateurs, et nous pensons qu'il est temps que l'engagement et l'éveil patriotique sonnent. Un bon projet. Non seulement dans les cœurs des éducateurs, mais aussi dans les esprits de ceux qui sont éduqués, donc les petits-enfants. Un bon projet, mais je me pose la question, que je vous la pose aussi. Pourquoi voir directement les élèves pendant que la cible, même quand nous avons commencé l'émission, on trouve que ce sont des gouvernants. Parce que si, entre guillemets, les gouvernants parvenaient à satisfaire aux besoins de la population, on ne pouvait pas créer dans la population cette antivaleur ou cet antipatriotisme.
Mais au lieu de cibler directement les politiciens pour pouvoir leur parler ou former ou sensibiliser, pourquoi directement vers les enfants, les élèves, alors que jusque-là, ils ne subissent que les effets de ceux qui gèrent? C'est une question très pertinente. Si vous m'avez suivi fondamentalement tout à l'heure, je vous ai dit que les élèves se trouvent être la cible de ce fléau qui est l'antipatriotisme. Les victimes. Et ils subissent tous ces effets. Et en tant que couche sociale vulnérable, nous avons estimé qu'il fallait commencer par cette cible-là. Travailler durement pour que des valeurs patriotiques puissent être inoculées dans le cœur, dans l'esprit de ces tout petits, parce que ce sont eux qui sont les gouvernants de demain. Une autre raison fondamentale, c'est que les gouvernants, ils ont été des petits enfants et des élèves d'hier. Ils sont passés par les mêmes écoles. Comment ont-ils été formés? Comment la société les a récupérés après leurs études pour qu'ils gèrent de la manière qu'ils sont en train de les faire aujourd'hui? Et donc nous pensons qu'à l'instar de beaucoup d'autres pays dont nous tirons d'ailleurs les exemples très très patents, la couche la plus sensible dont il faut s'occuper, c'est les petits-enfants dans les écoles. Pas les petits-enfants dans la rue. Parce que les enfants qui sont dans la rue ne dirigeront pas le pays demain. Ce sont les enfants qui sont instruits chaque jour dans les écoles, qui suivent le parcours scolaire normal, qui demain vont avoir des titres, des diplômes, ils peuvent se prévaloir de faire la politique et de venir à la tête de la gestion de la chose publique. Donc si je vous comprends bien, vous amenez la rupture entre la classe dirigeante d'aujourd'hui et la classe dirigeante de demain. Vous amenez cette rupture-là, vous laissez d'abord cette classe qui est composée de beaucoup d'antivaleurs pour que la nouvelle classe soit quand même une bonne classe, capable, patriote, capable de... C'est ça la philosophie, c'est ça la philosophie, c'est ça l'intelligence qui se cache derrière EPMS. Nous pensons que chaque génération qui arrive au pouvoir a commencé par être une jeune génération quelque part. Et que si nous laissons les tout petits enfants suivre la même déformation, les mêmes dérives, les mêmes antivaleurs, le même cursus scolaire de la manière que nous connaissons, jusqu'à devenir des dirigeants demain, ça sera la continuité des sentiments antipatriotiques. La plus grande particularité dans les projets EPMS, c'est que nous l'avons situé sur deux grandes dimensions fondamentales. La première dimension, c'est que nous concevons des engagements qui sont remplis de valeurs que nous devons enseigner aux petits-enfants. Et quand nous disons nous, ce n'est pas nous, partis politiques, Veritas, c'est le système éducatif tel qu'il est déjà conçu en RDC, avec le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale et tous les services déconcentrés qui travaillent sous la tutelle de ces ministères. Ce système existe déjà de façon très harmonieuse et nous pensons que les projets EPMS va devoir connaître juste une appropriation au niveau du système et que c'est le système qui va devoir distiller les valeurs des projets EPMS à travers l'ensemble des provinces éducationnelles et l'ensemble de la communauté scolaire. Donc les petits-enfants, les enseignants, les éducateurs à tous les niveaux. On ne sent pas que dans les élèves, dans les chefs des élèves, il y a tout ce qui est dit dans l'hymne national. Debout congolais, unis par le sort, unis dans tout ça, tout ce qui s'est dit dans le debout congolais, mais on ne parvient pas à concrétiser ou à mettre en pratique tout ça.
Votre préoccupation renvoie à la deuxième dimension du projet EPMS. La deuxième dimension du projet EPMS implique la réforme curriculaire. Et donc, ça touche à ce que nous appelons le programme de l'enseignement national. Récemment, nous étions en train de discuter avec le directeur national de la diplomate, donc la direction en charge de la production de manuels scolaires, qui se trouve engranger de l'expertise pour pouvoir homologuer, par exemple, des livres ou des réformes curriculaires dans l'enseignement scolaire. En échangeant avec lui sur le projet EPMS, il nous a révélé le programme de l'enseignement du cours de civisme, disons de l'éducation civique et morale. Quel ne fut pas notre étonnement lorsque nous avons compris que dans la prévision de matière, il y a autant de notions qui sont prévues que les enfants doivent étudier à l'école, dans les cours d'éducation civique et morale, et que les enseignants, ou auxquels les enseignants éludent éperdument, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Donc on laisse, et donc nous pensons que on laisse d'autres matières. Beaucoup de matières qui sont d'ailleurs très importantes dans les cours d'éducation civique et morale. On entraîne les enfants à mémoriser, par exemple, les noms des anciens premiers ministres, les noms des armoiries, et des choses un peu superficielles. L'hymne national, c'est tout à fait correct, ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, que les enfants sont entraînés juste à pouvoir mémoriser des choses, mais sans en comprendre eux-mêmes l'essence et le contenu. EPMS s'est préoccupé de cet aspect des choses, raison pour laquelle le projet va devoir se permettre de renforcer les capacités des éducateurs. Et c'est un projet qui touche à la fois les cycles maternels, deuxième et troisième maternelle, tous les cycles primaires et tous les cycles secondaires. Pour que ce projet puisse être bien implémenté, il faille que les éducateurs, essentiellement les enseignants qui ont la charge de dispenser les cours d'éducation civique et morale, puissent récupérer toutes les matières qui sont prévues dans ces cours et qu'ils ne puissent pas en faire une sélection tout simplement pour donner ce qu'ils pensent ou ce qu'ils maîtrisent. Voilà pourquoi il faut commencer par ce que nous appelons le renforcement des capacités des enseignants sur les contenus du programme du cours d'éducation civique et morale. Mais plus loin, nous avons pensé qu'il fallait également quelque peu apporter une modification par rapport à l'intitulé de ces cours. Parce que lorsqu'on parle depuis des années de l'éducation civique et morale, du civisme, c'est devenu simplement une routine. Nous avons pensé, à travers nos propositions, que nous sommes en train de diligenter auprès des instances décisionnelles, qu'il faille parler du cours, du patriotisme et de l'éducation civique et morale. Et essayer de durcir le contenu, de telle sorte que les enfants puissent rattacher leur cœur à ce qui est fondamental, et donc la patrie, rattacher leur cœur à ce qui est primordial, leur pays. C'est très très important. Les éducateurs, est-ce qu'ils vont bien vous écouter? Parce que eux-mêmes déjà, on l'a dit, parmi des gens qui témoignent déjà qu'ils ne sont pas patriotes, en ce sens que vous voyez les manifestations à gauche, à droite, ils sont lésés parce que mal payés, et même les salaires ne viennent pas pour d'autres. D'autres, ça fait longtemps qu'ils sont mécanisés, qu'ils ne touchent pas leurs salaires. À travers le pays, les cris des enseignants sont partout. Ils ne sont pas bien traités depuis un temps. D'ailleurs, depuis Mobutu, oui, les enseignants étaient considérés comme la cinquième roue. Est-ce qu'ils vont bien vous écouter pour que les jeunes générations puissent devenir vraiment des patriotes? Nous sommes conscients que la situation sociale des éducateurs est préoccupante, et c'est depuis beaucoup de temps maintenant. Nous sommes aussi conscients des efforts
que les gouvernants, notamment les chefs de l'État, consentent nuit et jour pour améliorer les conditions sociales des éducateurs ou des enseignants. Et nous nous interrogeons. Notre question est celle de savoir, est-ce parce que on ne touche pas les salaires qu'on veut ou on ne touche pas les salaires qui répondraient aux exigences sociales que l'on doit arrêter d'éduquer nos enfants? Parce que si un parent, si on ne peut prendre que ces petits exemples, dans la famille, un parent est fatigué du comportement de certains de ses enfants, va-t-il claquer la porte et fuir et dire qu'il ne va plus éduquer ses enfants? Il ne va plus subvenir à leurs besoins? Je pense que non. De la même manière que nous sommes un peu plus exigeants auprès de ceux qui gèrent la chose publique, de la même manière, on devait être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, éducateurs. Autant on considère que nos droits sont bafoués, les salaires que nous attendons depuis beaucoup de temps ne connaissent pas augmentation, amélioration, et que cela peut fonder notre désengagement vis-à-vis de notre responsabilité. Cela peut nous amener à nous désolidariser de notre travail fondamental de former les enfants. Je pense que c'est une erreur. C'est vraiment une erreur monumentale. Je voudrais dire que, en ma qualité de chercheur, je dois bien le préciser, l'éducation nationale n'est pas qu'une question scientifique ou pédagogique, mais c'est aussi une question sociale. C'est très important. Et ce qui est social doit être géré avec des sensibilités liées à la compréhension de l'essence même de ce qu'on appelle social. Et c'est très important. Quand on gère le social, on peut accepter de se priver par moment de certains avantages, de certains droits au bénéfice des petits-enfants. D'ailleurs, c'est ça le patriotisme. C'est très important. Mais si nous avons droit, et c'est ce qui est fondamental, de réclamer une augmentation salariale. On touche aujourd'hui 350 000, 400 000 et on veut par exemple qu'on amène notre salaire à 500 $. Ce sont des bruits syndicaux que nous avons écoutés récemment. L'idéal, c'est aussi de se mettre à la place de ces petits-enfants. Je le disais tout à l'heure, la conscience, elle est parfaite. On est conscient que la situation salariale de nos éducateurs est vraiment alarmante, elle est préoccupante. Parce que très souvent, on a tendance à comparer ce que touche l'enseignant par rapport à ce que touche le gouvernant. Un ministre, on connaît son salaire et on connaît le salaire de l'enseignant. Mais dans une logique aussi juste, aussi correcte, il faille balancer la taille de la composition du corps enseignant congolais et du corps de gouvernants congolais. Combien de gouvernants avons-nous dans ce pays? Si nous ne pouvons prendre que le gouvernement national, pas plus de 60 ministres. Mais aujourd'hui, la RDC compte plus d'1 million d'enseignants. Et si nous devons prendre ce qu'ils exigent, ce qu'ils revendiquent comme augmentation salariale, prenons la fourchette de 350 ou 400 000 à 500 $, et vous multipliez ça par les millions d'enseignants que nous avons aujourd'hui dans ces pays qui sont mécanisés, budgétisés, c'est une charge lourde sur le budget de l'État. En fait, la conscience doit sonner à tous ces niveaux-là. Nous sommes de ceux qui pensent que le train de vie des institutions publiques doit sensiblement diminuer pour permettre à ce que les ressources de l'État soient redistribuées équitablement. Si le ministre d'État, les vice-premiers ministres ou les premiers ministres ont des salaires faramineux qui défient tout entendement, ils doivent accepter au nom du patriotisme que leur salaire soit réduit à moitié ou de tiers, pourquoi pas, de telle sorte qu'en récupérant toutes ces masses salariales, ça puisse
On peut redistribuer dans bien d'autres être services. redistribué à d'autres services de l'État qui sont aussi importants, tels que l'enseignement national. Que le patriotisme puisse être inculqué dans les têtes des plus petits. Et puis, la dimension de la RDC, comment vous allez vous en prendre? Cette démarche, elle est à la fois pédagogique, stratégique, mais aussi politique. Je vous ai dit, moi qui vous parle, que je suis non seulement chercheur, mais je suis aussi un acteur politique. Et que ces projets, cette activité, s'inscrit dans le cadre de nos actifs politiques. Nous, Veritas, vent des révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire. Et donc, nous connaissons les cheminements, nous connaissons la procédure qu'il faut employer pour arriver à faire homologuer nos idées qui s'inscrivent dans une démarche aussi scientifique que pédagogique. Et donc, le plaidoyer a déjà été amorcé au niveau des techniciens. Je vous ai parlé tout à l'heure de la diplomate. Et nous savons quelle démarche on doit entreprendre à ce niveau-là pour que, par exemple, les outils que nous sommes en train de proposer, les outils pédagogiques et didactiques que nous sommes en train de proposer, à l'effet d'améliorer la qualité de l'enseignement à travers le patriotisme, puissent être homologués déjà à ce niveau-là. Et donc, c'est une démarche citoyenne qui, à mon sens, ne devra pas souffrir de blocages ou de contradictions. Vous parlez des partis politiques. Lorsqu'on verra que c'est Veritas, un parti politique qui vient nous amener ça, c'est peut-être qui n'est pas une démarche d'une ONG, d'un partenaire étranger, parce que c'est souvent des ONG, les partenaires étrangers, qu'on accepte facilement, qu'on pense que ce sont eux qui peuvent apporter du neuf, soit au programme d'enseignement, soit... Nous sommes dans un état de droit. Ouais. Un état de droit est caractérisé par le respect de ces lois. Et nous n'en connaissons pas donc une seule loi, qui interdit à un parti politique de mener la démarche que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Constitution, voilà, la Constitution de la République, en son article 6, motive et encourage cette démarche. Les partis politiques devaient faire plus que simplement chercher le pouvoir, se positionner, gérer ce pouvoir de la manière que nous connaissons au détriment du peuple, etc. Les partis politiques devaient s'inscrire en des écoles de formation citoyenne, d'éducation de masse, d'éveil patriotique. Et nous sommes dans cette logique-là. Il y a un droit légitime reconnu aux partis politiques. Former non seulement les militants, mais aussi apporter la lumière, la formation, l'éveil de conscience patriotique à tout le peuple congolais. Il fallait d'ailleurs que votre question puisse être dirigée dans le sens de savoir si nos interlocuteurs pourraient être époustouflés à l'idée de savoir que c'est un parti politique qui apporte pareille innovation. Oui, mais je l'ai dit, dans ma question, j'ai dit, mais est-ce que vous serez bien compris comme parti politique? Parce que souvent, on voit des partenaires, mais on ne voit pas un parti qui vient proposer un projet pour l'ensemble de la population. Encore un projet pour le patriotisme, pour que les jeunes gens, les futurs dirigeants de demain, il est d'abord patriote avant de pouvoir gérer. C'est ce qui fait la différence entre Veritas et d'autres partis politiques. Permettez-moi que je le dise clairement. Veritas se veut être un parti des révolutionnaires panafricains. Et de ce point de vue, Veritas veut faire la différence, apporter des innovations dans le monde politique, naturellement infesté par une coloration des idées, des actions qui vont presque dans le même sens unique. Nous pensons que le parti doit, pendant une période telle que celle-ci, cristallisée par des crises multiformes sur le plan sécuritaire, politique, économique, social, le parti politique devait jouer un rôle crucial dans la refondation de l'État, un rôle crucial dans le développement de notre pays,
un rôle crucial dans la formation de masse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous devrions mériter des félicitations. Les partis se taisent, vous sentez que ce n'est pas juste. Parce que on voit beaucoup de partis, que ce soit le parti du pouvoir ou de l'opposition. Ainsi va la vie politique, non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup d'autres pays du monde. Lorsqu'on partage des intérêts communs et que l'on se retrouve dans des antivaleurs, on ne peut que se taire, on ne peut que garder silence devant le malfaçon, on ne peut que garder silence devant l'injustice. Nous sommes révolutionnaires, je l'ai dit tout à l'heure. Nous tirons nos valeurs intemporelles des pensées de certains savants, notamment Mahatma Gandhi, qui a dit que le mal triomphe à cause de l'action des hommes de bien. Et donc, si les hommes de bien existent dans un pays et qu'ils se taisent devant l'injustice, devant le mal, ce mal va triompher. Et ils ne doivent pas regretter des effets de cette injustice parce que finalement, ils seront comptables, ils seront complices de ceux qui font mal, pas parce qu'ils les ont accompagnés en corréité, mais parce qu'ils se sont seulement tués. Derrière ce que vous cherchez... Pourquoi doit-on attendre que la coupe de mots, de fléaux puisse atteindre le paroxysme, puisse déborder? Pourquoi doit-on attendre? Je pense que c'est le moment. C'est le moment, sinon, si tout le monde doit être derrière les intérêts égocentriques, si tout le monde doit être derrière les positionnements, sur qui donc autre on doit compter pour pouvoir redresser ce pays? Si ce n'est que sur des patriotes congolais que nous sommes. Et nous ne voulons pas être seuls dans cette lutte, chers amis. Ça, ce n'est que une voie que nous sommes en train de lancer dans les déserts. Oui, voilà. Nous aimerions que cette voie touche sensiblement tous les autres patriotes, même ceux qui se taisent. Oui, oui. Qui doit faire quoi pour que votre projet, qui est un projet louable, puisse réussir? Tout le monde doit s'impliquer dans cette valeur intemporelle qui est le patriotisme. Si nous perdons le patriotisme dans notre vécu quotidien, nous perdons notre âme, nous perdons l'âme de notre pays, de notre nation, nous perdons. Et donc, tout le monde a la responsabilité, non seulement d'être patriote, mais aussi de concourir à tout ce qui solidifie ce patriotisme. Tout ce qui doit solidifier, consolider ces sentiments d'appartenir à un État, d'être loyal à cet État, de faire tout pour faire triompher la cause collective de l'État. Nous devrions aujourd'hui, en toute conscience, interpeller tous ceux qui, au nom des intérêts privés, sont en train de faire l'apologie de nos ennemis. Ils doivent cesser ces pratiques-là. Ce sont des pratiques anti-patriotiques. On ne peut pas être là en train de nous agresser, de nous faire la guerre par les étrangers que nous connaissons, le Rwanda, l'Ouganda, etc. Et nous sommes là en train d'acclamer les ennemis, par moments en train de véhiculer leurs plans pour détruire la conscience patriotique. Pour que vous compreniez quelle est la dimension que nous sommes en train de toucher dans le projet EPMS. EPMS, éveil et engagement patriotique en milieu scolaire, c'est une invention des patriotes congolais qui ont imaginé ce qui doit être fait dans nos écoles, ce qui doit être fait en milieu public pour reconditionner le mental, pour formater les cerveaux non seulement de nos enfants, mais plus loin du public en général. Il y a un petit mot d'éveil d'engagement patriotique, première dimension, qui est stipulé en ces termes. Moi, patriote congolais et digne fils ou digne fille de la République démocratique du Congo, je m'élève contre la détérioration et l'inversion des valeurs dans mon pays. Je m'engage à respecter, à faire respecter toutes les valeurs citoyennes. Je serai toujours discipliné et je me montrerai capable de discipliner mes émotions et mes appétits.
Je ne resterai pas silencieux devant l'injustice sociale, les pillages de nos ressources, la corruption, les détournements, les gaspillages des deniers de l'État et d'autres fléaux semblables. Quelle que soit ma situation sociale ou celle de ma famille, je serai toujours honnête dans mes relations avec tout le monde. Je serai toujours ponctuel dans mes devoirs et mes responsabilités vis-à-vis de mon Dieu, de mes parents, de mon enseignant et de mon pays. Je respecterai toujours les autres et les biens d'autrui et je veillerai à ce que les autres me réservent leur respect. Je défendrai indéfiniment l'intégrité territoriale et la souveraineté de mon pays et je contribuerai considérablement à la paix et à la cohésion nationale. Voilà. Nous avons conçu pratiquement 15 engagements que nous devons communiquer fondamentalement aux petits-enfants. En tout cas, je vous promets une autre émission. Donc les 15 engagements... Il y a toute une philosophie derrière chaque engagement. Voilà, et là, vous aurez tout le temps de les expliquer. Mais pour l'instant, on a fini pour aujourd'hui. Un dernier mot. En tant que patriote congolais, je lance un appel, une invitation sensible à l'endroit de tous mes frères et de toutes mes sœurs patriotes congolais comme moi. Qu'il est temps que nous puissions nous tenir debout. Nous avons beaucoup sommeillé. Nous nous sommes endormis pendant longtemps. L'ennemi est entré dans la maison, il s'est joué de nous, il a tué nos frères, nos enfants. Il est temps qu'on se remette debout. Une des armes que l'impérialiste occidental et européen utilise, c'est de s'aimer les sentiments antipatriotiques au milieu de nous. Nous amener à haïr nos pays et à aimer les pays des autres. Si nous aimons les pays des autres, nous ne serons pas aimés par eux. Et nous le savons bien, comment nous sommes traités ailleurs. Il est temps que nous revenions au bon sens. Que nous puissions nous sentir congolais. Et si nous sommes congolais, nous nous battrons pour aimer le Congo, pour construire ce Congo. Je vous remercie. Voilà. C'est sur ce mot-là que nous mettons terme à cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et la suite au prochain numéro. Au revoir.